ces projets immobiliers sont toujours des projets de vie. Et le rôle, la mission pour moi sociétale de l'agent immobilier, c'est de guider de la meilleure des manières possibles ces transitions de vie entre deux moments de vie qui sont parmi les plus importants dans la vie des gens. C'est pas sans émotion. Et donc ça demande une appréhension des choses qui se fait beaucoup plus avec le cœur qu'avec la tête. Je trouve qu'on sous-estime souvent, quand on est particulier, la concurrence qui se trouve à un instant T sur son marché. Et c'est vraiment important de faire une belle observation de la concurrence pour être mieux positionné, parce que les acheteurs, ils achètent toujours par effet de contraste. Les bonnes affaires, elles partent dans la journée, donc faut être vraiment très 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 réactif. C'est pour ça qu'être en amont des projets, notamment comme je disais tout à l'heure, en ayant des relations fortes avec des professionnels de terrain, ça va beaucoup aider, parce que en fait, presque quand le bien il sort sur le marché, c'est presque déjà trop tard. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sébastien Tedesco sur le podcast de La Bonne Fortune. On va partir dans le sud de la France, prendre un petit peu la chaleur. Sébastien, alors on va faire aujourd'hui une émission sur la pertinence, l'intérêt, les différents avantages qu'on va pouvoir avoir tout au long de notre vie dans le cadre d'une acquisition d'un bien immobilier, de passer ou non par une agence immobilière ou un agent immobilier. Sébastien, toi tu as été agent immobilier, tu as été directeur d'agence, puis directeur de plusieurs agences, et aujourd'hui tu es un coach formateur reconnu dans toute la sphère, on va dire digitale, mais également en présentiel, pour tes amis peut-être plus dans le sud. Donc tu formes des agents immobiliers dans toute la France. Tu as une petite devise que j'apprécie, on aura l'occasion d'y revenir aussi, où tu dis que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Salut Sébastien, comment tu vas ? Salut Ismaël, merci beaucoup pour l'invitation. Salut à tous. Je suis ravi de vous retrouver et de passer ce moment avec vous tous. Bah écoute, moi je suis également ravi, comme je te le disais, j'ai l'immense plaisir de te recevoir. Alors tu as plutôt toi l'habitude de recevoir tes confrères sur notamment ta chaîne YouTube, l'ensemble des différentes plateformes où tu fais Ouais. tu proposes beaucoup de contenu, encore une fois, pour donner de la valeur, pour accompagner les agents immobiliers déjà en place ou ceux qui aspirent à y devenir. Yes. Est-ce que tu peux en quelques secondes te présenter, parce que je t'ai donné comme ça un petit cadre, mais bon, j'ai peut-être été incomplet ou j'ai peut-être même dit des bêtises, j'en sais rien. Donc, je te laisse te présenter à ton tour. Ouais. Non, j'ai pas entendu de bêtises. Donc, je suis Sébastien Tedesco, j'ai 36 ans. J'habite à Nice, comme tu l'as évoqué. J'ai pas choisi, donc je suis désolé, je suis né là-bas. Je suis marié, j'ai 2 petits garçons et comme tu l'as évoqué, ouais, je suis un petit bébé de l'immobilier, un pur produit de l'immobilier, comme je le dis, depuis 2006. Au sorti des études, en fait, j'ai démarré en tant que conseiller immobilier dans une petite agence indépendante niçoise, au moment où elle était rachetée par le Crédit Agricole pour devenir ce qui allait être Square Habitat localement, donc qui est la filiale immobilière du Crédit Agricole. Donc, comme tu le disais, j'ai pas mal évolué dans cette structure entre 2006 et 2016, on va dire, début 2017. Et quand je les ai quittés, comme tu le disais, je dirigeais 6 agences pour le réseau, une vingtaine de négociateurs en transactions immobilières. Et maintenant, effectivement, depuis, on va dire, 3 années, j'ai la chance de coacher, de former, d'accompagner des dirigeants d'agences immobilières, des conseillers immobiliers un peu partout en France. Et comme tu le disais, j'ai fait un peu la bascule. J'ai commencé par beaucoup de présentiel, un peu partout en France, puis j'ai redigitalisé beaucoup de choses. Et puis là, de nouveau, on fait des accompagnements plutôt hybrides dans lesquels on inclut à la fois des interventions en présentiel, mais aussi des programmes d'accompagnement à distance. Je l'ai pas évoqué, si je dis pas de bêtises, tu as également écrit un livre. Oui, j'ai écrit un livre qui est sorti au mois de novembre 2020 et qui s'appelle L'extinction. Voilà.
L'extinction par rapport aux agents immobiliers. On va voir tout au long de on va voir tout au long de l'émission avant que l'extinction, arrive, voir si, ça peut être, intéressant, pertinent. Est-ce que c'est une bonne idée de passer par un agent immobilier, pour faire l'acquisition ou même pour vendre un bien? Je pense que ça va concerner beaucoup, des auditeurs aujourd'hui dans le sens où, d'après, les chiffres de l'INSEE, donc il y a 58 en 2018, 58 des Français qui sont propriétaires de leur résidence principale. En dehors des propriétaires de la résidence principale, on peut être propriétaire d'un bien en location, d'une Ouais. résidence secondaire après la principale. On peut être propriétaire dans le cadre, peut-être comme toi tu l'évoquais juste avant qu'on prenne le micro, dans le cadre professionnel. On peut être propriétaire de ses bureaux, de commerce, etc. Donc potentiellement, je pense que aller sur la vie d'un ménage français, il y a peut-être les trois quarts des personnes qui vont être un jour ou l'autre confrontées, soit à une acquisition, soit à une vente, ou quand bien même on hérite de la maison de ses parents, etc. Ouais. Donc on va être confronté, vraiment les trois quarts des personnes, voire plus des trois quarts des personnes vont être confrontées à un acte immobilier. Quelle est, toi, ta vision déjà sur, avant de rentrer vraiment dans les avantages, pourquoi, ou pourquoi pas on aurait, à passer par Ouais. un agent immobilier et quelle est ta vision sur, déjà la situation immobilière en France, aujourd'hui? On voit encore une fois, le nombre de transactions qui ne fait qu'augmenter depuis 5 ans Ouais. avec une petite pause pendant la période du 1er confinement, covid. Mais, on a dépassé, en fin des années 2010, donc 2017-2018, on a dépassé le seuil des millions de transactions. Ouais. Cette année, on devrait battre un nouveau record avec 1,2 million de transactions dépassées. Ouais. Est-ce qu'on ne serait pas dans une bulle? Quelle est ta vision sur le marché immobilier, Sébastien? Je ne sais pas si on est si on est dans une bulle. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur le terrain, on vit une période qu'on n'a jamais vécue. Alors qui, moi, m'inquiète plutôt d'un point de vue commercial pour les agents immobiliers qui sont actuellement sur le terrain, parce que pour ceux qui ont débuté ce métier ces 3 ou 4 dernières années, ils n'ont pas du tout conscience de ce qu'est la réalité de ce métier. Parce que moi, j'ai connu des époques où, tu vois, aujourd'hui, on vit une extrême pénurie de biens disponibles à la vente. Donc on a une très grande tension entre l'offre et la demande, donc on a énormément d'acheteurs et très très peu de biens à vendre. Bon, j'ai aussi connu des périodes où on cherchait les acheteurs, quoi, tu vois. Et ouais, Donc voilà, il faut avoir connu, comme moi, modestement, une quinzaine d'années dans cette industrie pour savoir que ce qu'on vit aujourd'hui, ça pourrait être très différent de ce qu'on vivra dans un an ou dans 2 ans. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'actuellement, comme tu l'évoquais, on est sur un marché un peu fou depuis, on va dire, vraiment depuis la sortie du premier confinement, on va dire depuis 18 mois. On vit des trucs où on a des délais de transaction qui sont très très courts entre la mise en vente et l'offre d'achat, parfois 24 heures, 48 heures, 72 heures. Voilà, les choses vont vraiment très très vite pour être vendues. Parce qu'on a, voilà, encore une fois, une très très grande distorsion entre le nombre d'acquéreurs qui souhaitent accéder à la propriété et le nombre de biens disponibles à la vente. Et en plus, c'est une forme de paralysie quelque part, qui s'auto-alimente parce que quand toi, tu es vendeur d'un appartement aujourd'hui, tu te dis, je voudrais vendre pour acheter autre chose, mais comme tu te dis, je voudrais être sûr de pouvoir acheter avant de mettre en vente et que tu vois qu'il n'y a rien de disponible, tu te dis, non, je ne vais pas mettre le mien en vente parce que je ne suis pas sûr de trouver. Et en fait, ça s'auto-alimente quelque part et on alimente cette paralysie-là et cet état de fait et cette pénurie que l'on vit actuellement. Par contre, pour mettre un léger bémol, ce qu'on vit depuis, on va dire maintenant, donc au moment où on enregistre, on est début décembre 2021. On va dire que depuis la rentrée, depuis le mois de septembre, allez, on va dire depuis avant l'été sur Paris et depuis le mois de septembre sur pas mal de grandes communes françaises, de grandes agglomérations, de grandes métropoles, on commence à voir un peu moins de demandes, des acheteurs un petit peu plus exigeants, des financements un peu plus difficiles à obtenir. Donc on voit que cette tension a tendance à se détendre sur certains marchés. Et donc, on se retrouve face à des vendeurs d'appartements ou de maisons qui s'inquiètent quand leur bien n'est pas vendu au bout de 15 jours. Alors qu'encore une fois, quand j'ai débuté il y a 15 ans, quand tu vendais avant la fin de ta période d'irrévocabilité de ton mandat, donc on va dire dans les 3 premiers mois, tu étais déjà content d'avoir vendu en moins de 3 mois. Et d'ailleurs, les vendeurs étaient contents de vendre en moins de 3 mois. Et là, on a des vendeurs qui s'inquiètent quand c'est pas vendu au bout de 15 jours. Donc, ça demande beaucoup de pédagogie de la part des acteurs de terrain. Et on pourrait supposer que ce qu'on vit sur Paris, avec une raréfaction des acheteurs, un petit peu ce qui commence à arriver sur les métropoles, qu'il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas dans les villes moyennes et les zones rurales dans les mois qui arrivent.
Et ouais, ouais, comme tu l'évoques, il y a un marché, vraiment très, très disparate, entre, oui, Paris, la petite couronne, les grosses métropoles et peut-être après les zones rurales et c'est ce qui fait également aussi tout le charme de l'immobilier. En quoi l'immobilier, pour toi, il est plus près du cœur que de la tête? Tu sais, tu parlais tout à l'heure des cas dans lesquels on est susceptible d'acheter ou de vendre. Et là, je suis sur la résidence principale, mais tu achètes parce que tu te mets en couple, tu achètes parce que tu vas avoir ton premier enfant, puis tu revends parce que tu as besoin de t'agrandir, parce que la famille s'agrandit. Peut-être que tu vends parce que tu te sépares, peut-être que tu vends parce que tu as enterré ta grand-mère il y a quelques mois. En fait, si tu veux, ces acquisitions et ces ventes, ces projets immobiliers sont toujours des projets de vie. Et le rôle, la mission, pour moi, sociétale de l'agent immobilier, c'est de guider de la meilleure des manières possibles ces transitions de vie entre deux moments de vie qui sont parmi les plus importants dans la vie des gens. Et donc, ça se passe forcément, c'est pas sans émotion. Moi, je dis toujours que ce métier d'agent immobilier, c'est faire de la vente en situation émotionnelle complexe, tu vois. Et donc, ça demande une appréhension des choses qui se fait beaucoup plus avec le cœur qu'avec la tête. En tout cas, c'est ma vision de l'immobilier, c'est celle que je défends dans le livre. Et je crois qu'il y a de plus en plus de conseillers immobiliers sur le terrain qui partagent cette vision, cette noblesse de ce métier. Je crois que c'est un beau métier, pourvu que on se professionnalise et qu'on arrive à le faire comprendre aux gens qu'on accompagne. Je partage, à 10 000 ce point de vue. C'est sûr que dès lors qu'on le voit tous, hein, dès lors qu'on a acheté notre première résidence principale, on est engagé, on est émotionnel, on est tout foufou, «Chérie, est-ce que j on fait pas une connerie? C'est sûr, c'est la bonne?» et cetera et cetera. Alors qu'au final, on aura toujours, à terme, des possibilités et même des besoins, qui Ouais. font qu'on sortira de ça. Mais quand on s'engage et notamment pour les premières fois, il y a énormément, énormément d'émotions, qui se jouent et même pour, à la limite, les investisseurs locatifs, ça peut être intéressant parce que ça peut être un bien aussi coup de cœur. Ah, putain, celui-ci, je me vois bien dedans, etc. Donc, j'y projette bien des locataires en fonction du mode d'exploitation Bien sûr. qu'on souhaite faire, etc. Et donc, forcément, il y a une part d'engagement, une part d'émotion très, très importante dedans, en effet. Et puis tu le disais, on va acheter, encore une fois en résidence principale, une fois, deux fois, trois fois dans une vie, rarement plus. Et c'est dans 90% des cas l'acquisition la plus chère, la plus onéreuse qu'on va faire de notre vie. Donc forcément, il y a des peurs, il y a des craintes. Et le rôle du conseiller immobilier, de l'agent immobilier, c'est vraiment de dénouer ces peurs, d'accompagner, de guider, de prendre par la main pour faire en sorte que les gens soient rassurés et suffisamment en confiance pour s'engager dans ce projet. Il y a combien d'agents immobiliers en France, Sébastien? Ouais, on considère qu'il y a à peu près, au moment où je parle, 120 000 conseillers immobiliers sur le terrain en France. Après, si on veut faire un paysage plus précis, on a à peu près 30 000 porteurs de cartes professionnelles. Donc, pour exercer la profession d'agent immobilier, il faut porter une carte professionnelle, La fameuse carte T. la fameuse carte T, pour faire de la transaction en tout cas. Donc, je passe sur les critères d'obtention de cette carte T, mais c'est des critères de diplôme, d'ancienneté, etc., qui te permettent d'avoir cette carte pour exercer et porter la responsabilité des transactions qui sont réalisées. Mais sous cette carte T, donc on considère souvent qu'un porteur de carte T, c'est un patron d'agence immobilière finalement, ou un patron de réseau immobilier, parce que maintenant on a beaucoup de réseaux avec énormément de conseillers immobiliers, et on va y revenir. Et du coup, sous cette carte professionnelle-là, tu peux avoir des conseillers immobiliers qui exercent sur le terrain sous la carte professionnelle de ce porteur de carte. Donc ce sont les agents commerciaux que l'on va trouver en agence ou salariés. Alors salariés ou agents commerciaux, de moins en moins souvent salariés aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, ou salariés ou agents commerciaux en agence. Ou ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, ils sont à peu près 40 000 aujourd'hui en France, qu'on va appeler des mandataires immobiliers, qui sont des conseillers immobiliers qui exercent souvent depuis leur domicile finalement, pour le compte d'un porteur de carte professionnelle qui, pour certains, les plus gros réseaux de mandataires ont actuellement 14 000 mandataires sur le terrain, certains en ont 3 000, 4 000, 5 000, et ces milliers de personnes exercent sous la carte professionnelle d'une seule et même personne. Alors, ce qui crée beaucoup de tensions entre les acteurs de terrain, légitimité, crédibilité, voilà, qui est plus ou moins crédible pour exercer cette profession. Mais en tout cas, voilà, comme je disais, il y a 120 000 aujourd'hui acteurs de terrain et 30 000 porteurs de cartes professionnelles. OK, ouais, ouais, donc ça fait du monde en effet et puis ouais, on peut facilement comprendre ces tensions peut-être sur le terrain déjà entre les différentes anciennes, chacun qui veut sa part du marché. C'est ça. Ensuite, la légitimité. Moi, j'ai la carte T, j'ai peut-être fait des diplômes passés et cetera et cetera. Toi, tu l'exerces, avant-hier, tu vendais des voitures peut-être et aujourd'hui tu viens Exactement. et tu arrives comme un cheveu sur la soupe à venir me prendre ma part de marché et cetera. Ouais. On peut voir un petit peu les différentes contraintes. On peut en parler, mais tu sais, moi,
J'ai beaucoup entendu de la part de ces anciens acteurs porteurs de cartes. Oui, mais le gars, il était bouché il y a encore 3 semaines. Maintenant, il fait de l'immobilier. Tout le monde se lance dans l'immobilier n'importe comment. On peut comprendre qu'il va falloir à un moment donné qu'on cadre un peu mieux les choses et qu'on permette peut-être à ces personnes qui se lancent dans ce métier d'avoir une formation. Alors, il y a une formation obligatoire, hein, donc d'à peu près 42 heures pour une période de 3 ans. Donc, quoi qu'il arrive, pour exercer et renouveler sa carte professionnelle et les collaborateurs qui travaillent sous les cartes, il y a une obligation de formation continue. Mais il n'y a pas encore de formation initiale comme ça peut l'être aux États-Unis. On va peut-être y revenir. Et du coup, il serait bon probablement qu'on cadre ça, mais ces personnes qui sont porteurs de cartes professionnelles oublient qu'elles ont elles-mêmes démarré à un moment donné cette profession et qu'elles faisaient autre chose avant. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait que de l'immobilier, mais pour autant, le jour où j'ai démarré à 21 ans, j'étais étudiant avant d'être agent immobilier, avant d'être conseiller immobilier. Donc c'est voilà, c'est un mauvais procès souvent qui est fait. La grand-mère de ma femme disait qu'il y a de bonnes bêtes sous tout poil. Et donc voilà, peu importe le statut, il y a des gens bien et des gens bons et moins bons, quel que soit le statut. C'est pareil, moi j'ai eu une expérience où j'ai exercé pendant 15 ans chez les sapeurs-pompiers. Et par exemple, chez les sapeurs-pompiers, c'est pareil, il y a différents types de statuts. Ouais. On va retrouver les pompiers militaires à Paris-Marseille, les pompiers professionnels, où c'est leur boulot, qui sont fonctionnaires dans toutes les grandes villes. Et après, on va voir les pompiers dits volontaires qui ont 95% du temps un autre, qui exerce un métier. On revient sur le boucher, sur le boulanger, qui tu veux, et qui en plus de ça viennent et ne seront pas soumis aux mêmes, on va dire, réglementations en termes d'accès, etc., aux mêmes responsabilités. Ceci dit, il n'y a aucune distinction lorsqu'il y a une intervention C'est ça. chez les personnes. Voilà. Et j'en profite pour embrasser l'ensemble des sapeurs-pompiers de France, qui sont pour beaucoup investisseurs, en tout cas, qui sont intéressés pour toutes ces questions de transactions, etc. Ouais. Donc là, on a posé, je te remercie pour ce décryptage, Sébastien. Donc, on a posé un petit peu le cadre en France de la situation immobilière, donc la situation un petit peu des agences, de l'ensemble des acteurs immobiliers. Justement, tu le dis. Alors moi, j'ai une approche vraiment très très favorable à l'accompagnement par un agent ou une agence immobilière de Ouais. qualité. Mais avant ça, je vais justement mettre les pieds dans le plat tout de suite. Euh, on l'évoquait, il y a d'un côté peut-être des anciennes agences qui travaillent de façon vraiment old school, qui, lorsque tu as besoin de demander un papier, etc., ça peut être très très long, où on a l'image un petit peu peut-être du chef d'agence qui passe son temps au restaurant, qui est bien avec la petite chemise ouverte, la grande chaîne qui dépasse, un peu bourru, etc. On va avoir d'un autre côté des mandataires peut-être beaucoup plus jeunes qui rentrent dedans, qui n'ont pas forcément tous les codes, etc., et les connaissances. Et Mm. donc dans tout ça, on en parlait l'autre coup, j'avais fait un petit post sur LinkedIn exprès pour voir un petit peu, faire réagir. Et c'est vrai que l'ensemble des expériences, en tout cas de celles de ceux qui passent par des agents immobiliers dans son ensemble, peuvent être très très disparates, parce qu'on peut avoir cette image Ouais. de dire tiens, soit la personne, il en a rien à foutre de ma situation, et il y a qu'une seule chose qui l'intéresse, c'est de prendre mon pognon, de me plumer, ou alors d'un autre côté, la personne est peut-être incompétente, etc., ne sait pas trop comment faire. Et donc, est-ce que j'aurais vraiment intérêt à passer par un agent immobilier, dans le contexte en plus aujourd'hui où on va avoir des outils comme le Bon Coin, etc. En 3 clics, on fait 3 photos, on Ouais. balance l'annonce et on peut se débrouiller assez facilement. Vaste sujet. Alors, probablement que tout au long de cette conversation, on dissociera parfois à résidence principale et investissement, et on dissociera aussi parfois quand je suis acheteur ou quand je suis vendeur. En tout cas, pour reposer le cadre d'un point de vue statistique, on considère qu'on a à peu près 70% des vendeurs qui tentent de vendre par eux-mêmes, d'abord. Donc, ils font d'abord l'expérience d'essayer de mettre en vente par eux-mêmes. Tu as parlé du Bon Coin, il y en a d'autres, mais voilà, ils tentent l'expérience du particulier à particulier. Et on sait qu'il y a à peu près, les chiffres évoluent toujours et les sources évoluent, mais entre 65 et 70% des transactions qui sont effectivement effectuées par l'intermédiaire d'un agent immobilier à la fin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux, tu as 50 à 60% des particuliers qui tentent par eux-mêmes, qui finissent par changer d'avis et passer par un professionnel. Une fois qu'on a fait ce constat-là, on se dit qu'il y a forcément une valeur ajoutée à passer par un professionnel si on a la moitié des particuliers qui se cassent les dents sur le PAP et qui finissent par faire appel à un pro. Donc, la valeur ajoutée, elle est là, elle est présente quand on met en vente son bien immobilier. Quand on met en vente son bien immobilier, on parlait tout à l'heure de la charge émotionnelle, et c'est pour moi le critère le plus important, c'est qu'en fait, tu es probablement la pire personne pour défendre tes intérêts dans le cadre d'une transaction immobilière. Et ça, même quand tu es professionnel de l'immobilier.
Tu vois, moi, quand j'ai vendu ma dernière résidence principale, bah, tu vois, j'ai filé le mandat à un de mes anciens collègues parce que pour plein de raisons, je ne suis pas le mieux placé pour vendre. D'abord, j'ai autre chose à faire de mes journées. Techniquement, faire les visites, mettre en ligne, faire les photos, négocier, etc. etc. J'ai pas envie d'être en double activité. J'ai déjà suffisamment à faire avec mon propre métier pour pas avoir à gérer ce truc-là. Certains peuvent dire, moi j'ai tout le temps qu'il faut et je suis prêt à prendre le temps qu'il faut pour économiser les honoraires. Très bien. Après, il y a toute la charge émotionnelle. Tu vois, je prends toujours cet exemple-là. Lors de cette transaction, quand je suis parti pour signer chez le notaire et que j'ai claqué la porte derrière moi de l'appartement, une fois vidé par les déménageurs, ben, j'ai quand même eu ce pincement au cœur. Je me suis souvenu du jour exact et de l'endroit exact. Je regardais l'endroit où on est rentré de la maternité avec ma femme pour notre premier enfant et qu'on a posé, tu vois, le landau par terre et que le chat est venu tourner autour en se demandant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce nouvel intrus qui va rentrer dans cette maison, tu vois? Et tu as beau être un professionnel de l'immobilier, ben, tu vas devoir passer par un certain nombre de deuils quand tu mets en vente. Et ça, je l'aborde beaucoup dans les formations parce que c'est important que les agents immobiliers abordent ce sujet-là avec leurs vendeurs. C'est que tu vas devoir faire le deuil de tes souvenirs. Tu vas devoir faire le deuil de tes habitudes, que t'as noué, on est des êtres d'habitude, tu as noué plein d'habitudes autour de ce logement. Tu dois faire le deuil d'un certain nombre de relations que tu as nouées autour de ce logement. Le commerçant d'en bas, les parents d'élèves à l'école, etc. Tes voisins, quand on a annoncé qu'on vendait l'appartement à nos voisins du 4e, un papy et mamie qui avaient vu les enfants grandir, tu vois, elle avait la larme à l'œil, la mamie, parce qu'elle se dit, bon, ben, on va plus les voir, on les a vus grandir, etc. etc. Donc, et donc, tout ça fait qu'à un moment donné, quand tu es face à un acheteur, en situation de négociation notamment, tu n'es pas lucide pour défendre tes intérêts. Et le truc qu'on ne dit jamais, c'est qu'un vendeur, quand il a vendu en se passant d'un agent immobilier, il croit toujours qu'il a fait une bonne affaire. Parce que de toute façon, il a économisé les honoraires. Et donc, en fait, tu ne pourras jamais savoir et lui objecter qu'il n'a peut-être pas fait une bonne affaire. Parce que tu ne le sauras jamais, en fait. Et il est prouvé que tu vas avoir de plus grandes chances de vendre plus cher en passant par les services d'un professionnel que si tu le faisais si tu vas au bout de la démarche du particulier à particulier, en fait. Et donc, on a cette espèce de distorsion de l'information où le mec, il croit toujours qu'il a fait un coup parce qu'il a économisé des honoraires et qu'il a pu vendre, il a pu avoir un net vendeur plus élevé. Mais en fait, l'histoire ne dit pas qu'en passant par un pro, peut-être qu'il aurait pu mieux défendre ses intérêts dans le cadre d'une négociation éventuelle. Et ouais, c'est sûr. Et juste sur ce dernier point, il y a juste à voir, tu parlais des délais parce que ça prend quand même du temps, hein. Tout à l'heure, je disais, c'est bon, on fait 3 photos, on met sur le bon coin, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a différents éléments d'information à donner, le cas échéant, si c'est un appartement ou pas, etc. Bien sûr. Les diagnostics à faire, à donner, enfin bref, tout un tas administratif. Et ça demande quand même une ressource, d'une part énergétique, du temps. Bien sûr. Donc, quand bien même ce temps-là, même si, in fine, on vend le même prix, allez, avec le delta des honoraires, on y a quand même passé du temps. Donc, est-ce que notre temps vaut pas mieux à s'occuper de nos enfants, à aller s'activer d'un point de vue professionnel sur notre activité de cœur, de métier, etc. Et puis, ça demande une compétence. Et puis, comme tu le disais, émotionnellement, on est pris. Il y a donc tous ces biais émotionnels qui viennent nous mettre un peu de brouillard dans la tête. Donc, on va pas forcément être lucide. J'ai réalisé une émission sur tous les biais cognitifs qu'on peut avoir dans différentes transactions, Ouais. sur les marchés boursiers, mais dans l'immobilier, c'est pareil. On va avoir le prix d'ancrage, etc. Si on reste bloqué comme ça, si on a une offre à peut-être 1 000, 2 000 euros, on en attend 200 000, alors j'irai pas en dessous, mais si c'est 198 000, on va dire non, alors qu'au final, ça change pas la face du globe et il faut peut-être accepter. Il y a également le délai que ça va prendre, parce que si je vends à 200 000 euros tout seul, mais que j'ai mis 8 mois, et que si je vends 200 000 euros avec toi, Sébastien, frais d'agence inclus, donc je vais perdre peut-être 5 000, 10 000 euros plutôt 10 000 euros sur ce type de transaction, mais tu me le vends en un mois, j'ai gagné 7 mois de temps, et donc je peux faire d'autres choses, etc. etc. Ouais, 7 mois de taxes foncières, 7 mois de charges de copropriété, 7 mois de plein de choses, tu vois. Et puis, tu sais, en termes d'information, euh, l'avantage d'avoir un intermédiaire, si tu veux, c'est qu'on va avoir 100% de l'information. Si toi, tu décides de vendre par toi-même, les acquéreurs qui vont visiter ne vont jamais te dire la raison pour laquelle ils n'achètent pas. Jamais ils vont venir te dire, en fait, c'est trop cher votre truc, ou en fait, le jardin, il est pas aussi cool, et la piscine, elle est verte, et là, il y a une fissure sur la façade, c'est pour ça que j'achète pas, etc. etc. Et l'intermédiaire, lui, va pouvoir avoir l'ensemble de cette information-là. L'acheteur qui visite, tu ne sais pas s'il est solvable quand tu es particulier, tu ne vas pas lui demander des éléments de solvabilité. Le professionnel va les avoir. Et en fait, c'est ce haut niveau d'information qui permet au professionnel de proposer la meilleure stratégie de commercialisation à son vendeur
et de rectifier le tir s'il y a besoin de rectifier le tir en matière de prix. Parce qu'il a 100% de l'information, si tu veux. Et donc, il va pouvoir savoir si en fait, il vaut mieux juste mettre un coup de blanc dans la cuisine pour faciliter la transaction ou baisser le prix de 5 000 euros. Mais peut-être toi, particulier, tu ne sais pas que le problème, c'est la cuisine parce qu'on ne te l'a pas dit. Et donc, tu vas baisser ton prix pour essayer de vendre alors que peut-être ce n'était pas nécessaire. Bien sûr, ouais, ça permet de recueillir des informations où, vu qu'il y a une tierce personne, les gens vont peut-être mieux se livrer et donner plus d'informations. Et puis le professionnel, s'il fait correctement son boulot, va justement, c'est son travail d'aller chercher ces informations du pourquoi, qu'est-ce qui coince pour essayer de trouver la solution la plus adaptée. Ouais. Donc là, on est, voilà, t'as dégrossi quand même quelques plans d'un point d'un point de vue vendeur plutôt axé résidence principale, d'une certaine façon. Euh, Quelqu'un qui souhaiterait faire une acquisition et peut-être aller dans un but d'investissement, parce qu'il y a quand même pas mal d'investisseurs aussi qui écoutent cette émission, Ouais. dans un but d'investissement locatif du côté acheteur et ou vendeur, euh, Ouais. quelle est ta vision, la plus-value là-dessus? Ouais, donc c'est pour ça que je disais qu'on allait souvent dissocier vendeur et acheteur, parce que du côté acheteur, c'est une question de stock. En fait, quand tu es acheteur, moi, tu vois, notre première résidence principale, par exemple, je l'ai acheté de particulier à particulier. Pas que je voulais me passer d'un professionnel, c'est juste que le bien dont j'avais besoin à cet instant, à l'instant T, qui cochait toutes les cases, il se trouve qu'il était en vente via un particulier et pas via un professionnel. Donc là, c'est plus compliqué parce que tant bien même tu penses qu'il faudrait que tu passes par un professionnel, il faut bien que tu achètes l'appartement que tu veux acheter. Que ce soit parce que tu le trouves intéressant financièrement pour investir ou parce que c'est ta résidence principale. Donc là, c'est un peu différent parce qu'on est sur un boulot de stock, c'est où se trouve le bien que je souhaite acheter. Et s'il se trouve qu'il est plutôt côté particulier, ben, c'est un fait, il est côté particulier. Tu vois, moi, j'ai connu les deux trucs paradoxalement. J'ai connu l'achat de particulier à particulier en résidence principale et j'ai connu l'achat en investissement locatif. D'ailleurs, les deux fois où j'ai investi à titre locatif, les deux fois, j'ai acheté via une agence. Donc, tu vois, je ne crois pas qu'il y ait de règles finalement sur euh, quand je fais du principal, je vais voir un pro et quand je fais de l'investissement locatif, pour une question de rendement, je vais aller chercher plutôt du particulier à particulier. Je ne crois pas que la vérité elle soit là. D'autant que ce n'est pas à toi que je vais le dire. En tant qu'investisseur immobilier, avoir une relation forte avec un ou plusieurs agents immobiliers sur le territoire sur lequel tu veux investir, je pense que ça peut avoir beaucoup d'intérêt parce que, bah, comme tu le sais, l'agent immobilier est quand même au cœur du truc et peut avoir des informations ou savoir qu'un tel ou tel bien va sortir à la vente avant qu'il soit mis sur le marché. Donc, je pense qu'encore une fois, les relations investisseurs-agents immobiliers sont importantes à nouer sur le terrain au quotidien. D'accord, et donc pour une personne jeune ou moins jeune qui souhaiterait se lancer dans l'investissement immobilier, qui pourrait peut-être avoir cette idée préconçue de se dire je vais cibler que des biens PAP pour m'exonérer des 5, 4, 5, 6, 7% de frais d'agence, Mmh. c'est une fausse bonne idée dans le sens où en fonction du stock et de l'opportunité, ça peut être l'agence immobilière du quartier qui détient l'opportunité Ouais, c'est qui va ça. nous faire, qui va nous correspondre. Ouais. Mm. Il faut être agnostique de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir avec un a priori de dire moi je suis investisseur, je vais chercher forcément que sur des sites de PAP et pas via ce que je pourrais trouver via une agence locale. La bonne affaire, elle peut se trouver d'un côté comme de l'autre indépendamment. D'ailleurs, il peut y avoir des biens qui sont à la vente en agence depuis un petit moment, dont l'agent immobilier sait qu'on a une marge de négociation certaine et qui peuvent aussi être de bonnes affaires, qui n'apparaissent pas comme ça sur les portails parce que le prix n'a pas été, on va dire, baissé en termes de commercialisation, mais l'agent immobilier sait qu'on a une grosse marge de négociation pour une raison X ou Y, et la bonne affaire, elle peut être là. Ouais, ouais, exactement. Je te rejoins pleinement et c'est vrai que même moi, à titre personnel également, mes meilleures affaires ont été faites dans le cadre de l'acquisition avec les agents immobiliers. Et puis j'étais bien content le jour où j'ai eu besoin de vendre et ma résidence principale et d'autres biens de passer pour me déléguer du temps comme tu l'évoquais. Bien sûr. Donc, D'ailleurs, Ismaël, juste là-dessus, quand on était, nous, dans mes agences, avec mes collaborateurs, etc., lorsqu'on savait qu'on allait rentrer une affaire qui était plutôt une affaire qui allait intéresser ou un marchand de biens ou un investisseur locatif, on s'embêtait même pas à perdre notre temps à le commercialiser. On avait tous notre petit fichier d'investisseurs ou intéressés, et on passait chacun nos 4-5 coups de fil à nos investisseurs parce qu'on avait tout intérêt, pour une question de rotation de notre portefeuille, de vendre vite et de passer à l'affaire suivante finalement. Et du coup, voilà, encore une fois, les relations que vous allez nouer avec les agents immobiliers vont vous aider à être dans les petits papiers finalement et avoir des informations en avant-première.
toujours pareil, la qualité de son réseau, et cetera, des relations humaines et puis, voilà, essayer d'établir des relations gagnant-gagnant avec un petit peu toutes les parties, pour le cas échéant, pour, aller dans le cadre, encore une fois, de l'investisseur qui souhaite un petit peu enchaîner. Hem, c'est sûr que sur une première rencontre, si on se présente: «Moi, je suis investisseur et cetera, donne-moi tes meilleurs plans», jamais jamais de la vie. L'agent IMO, faut bien comprendre qu'il a déjà un réseau bien établi et cetera, qu'il a peut-être eu l'habitude de travailler, qu'il a l'habitude de travailler avec d'autres personnes et un petit peu à l'image de la carte de fidélité, au bout de 3, 4, 5, 6 transactions qu'on fait, on peut facilement comprendre que l'agent immobilier, s'il a une bonne affaire, il va se retourner sur la personne avec qui il a déjà travaillé, avec qui ça s'est bien passé. Bien Et le sûr. fait de nouer comme ça des relations sur le long terme avec des partenaires de qualité, encore une fois, c'est, je pense, primordial. Ouais, ouais, ouais. Euh, les frais des agences immobilières, est-ce que c'est conçu d'une certaine manière? Qu'est-ce que ça représente? Alors moi, j'évoque grosso modo vulgairement 5%, mais Mmh. on voit qu'il y a des grandes disparités. Ouais. Qu'est-ce que ça représente un petit peu? En quoi c'est défini? Est-ce que c'est réglementé, à l'image des frais d'acte, des frais de notaire, ou pas du tout? Chacun fait ce qu'il veut. Non, alors chacun fait ce qu'il veut. Il y a des usages en fait dans la profession. Donc, toi, tu disais 5%. On va dire que l'usage traditionnel historiquement était plutôt à 6 d'ailleurs. 6%. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est effectivement un peu plus près de 5 que de 6. Tu as des acteurs qui vont chercher à pénétrer un marché comme dans plein de marchés, en cassant les prix d'une certaine manière. Euh, Même une époque où dans les agences dans lesquelles j'étais, on était même plutôt à 7. Et en fait, si tu veux, le prix, c'est une dimension de ton offre de service, en fait. Et les vendeurs ou les acheteurs, quand ils décident de passer par tel ou tel professionnel, ils ne le font pas pour ce critère-là, en fait. C'est des sujets qui sont trop importants pour s'engager avec n'importe quel agent immobilier juste parce qu'il prend un peu moins d'honoraires que les autres. Mais ça, je passe mon temps à l'expliquer aux agents immobiliers eux-mêmes qui disent oui, mais moi maintenant j'ai des concurrents sur mon marché, ils prennent 3,5 ou 4%, quand moi je prends 6 et donc j'ai pas pris on m'a pas confié le mandat de vente parce que l'autre personne elle prenait 4. Et ma réponse, vraiment toujours spontanée, c'est de dire si on t'a pas confié le mandat de vente, c'est pas parce que la personne elle était à 4. Parce que si tu avais fait suffisamment bonne impression auprès de ton vendeur, s'il avait suffisamment confiance en toi et si tu lui avais donné suffisamment envie de travailler avec toi, les honoraires n'auraient pas été un sujet. Mais aujourd'hui, effectivement, on constate des acteurs qui arrivent, agences ou mandataires d'ailleurs, qui vont être aux alentours de 3,5, 4. Moi, je considère que c'est toujours trop peu parce que j'ai trop conscience de la valeur de ce qu'apporte un agent immobilier dans une transaction, depuis l'avis de valeur, depuis l'estimation jusqu'à l'acte définitif et encore après, par tout le réseau qui va amener, par la sécurisation de la transaction, par l'accompagnement psychologique et émotionnel, etc. Je sais que la valeur, elle est là. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, après, je connais aussi des agences qui prennent 1,5%. Tu vas tout trouver aujourd'hui sur le marché. Il y a des agences low cost, il y a des gens qui font du forfait. C'est-à-dire que c'est plus un pourcentage de la transaction, mais c'est un forfait pour chaque transaction. On a vu 2000, 2900, 3000. C'est des modèles économiques qui demandent de faire énormément de volume pour pouvoir tenir dans le temps. Et d'ailleurs, la plupart des agences, des structures low cost qui se sont lancées ont fini par augmenter leurs honoraires et à se rapprocher des honoraires historiques. C'est bien la preuve qu'il y a quand même un modèle économique à tenir pour un professionnel et que ce modèle économique, il est effectivement plutôt à 5 ou 6% qu'à 3 ou qu'à 4. Mais tu vois, la difficulté sur le sujet des honoraires, et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux agents immobiliers, et je pense que c'est important qu'on le dise là d'un point de vue pédagogique, Mhm. c'est qu'on a tendance à calculer les honoraires sur la base tangible de ce qu'on voit, et c'est humain. Et donc, un particulier, il va se dire, là, il y a 12 000 euros d'honoraires sur cette transaction. Le mec, il prend 12 000 euros pour avoir fait 2 visites, donc il a dû mettre un plein d'essence, il a mis son annonce en ligne sur un portail immobilier et il a fait un reportage photo, quoi. Et les gens Ouais, ils c'est disent, clairement. tout ça, ça vaut pas 12 000 euros, tu vois. Mais parce que ça, c'est vraiment la phase émergée de l'iceberg. C'est vraiment la seule chose qu'on voit de ce qui est fait. Et puis, il y a tout l'intangible en dessous de tout ce qui est fait par l'agent immobilier depuis les diagnostics, en passant par le notaire, en passant par la négociation, en passant par les visites, les appels, les coups de téléphone, etc. etc. Et toute la charge émotionnelle de l'accompagnement qu'on va faire et des allers-retours qu'on va faire avec le vendeur, etc., qui n'est pas valorisé par les gens de l'extérieur, en fait, et qui n'a pas été suffisamment valorisé par les agents immobiliers historiquement, d'ailleurs. Et donc, voilà, on a ce truc. Alors après, on a un autre problème, je l'évoquais juste avant, c'est que les honoraires sont indexés sur le prix. Alors que pour certains, finalement, c'est le même boulot que tu vends un bien à 100 000 euros ou un Mhm. bien à 1 million d'euros. Donc, il y a des réflexions sur la forfaitisation d'une certaine manière en disant, a priori, le travail, c'est le même. Bon, moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Ce que je tiens en tout cas, c'est que les gens prennent conscience de la valeur réelle du travail d'un conseiller immobilier.
et que cette valeur réelle, elle est conforme aux honoraires qui sont aujourd'hui pris par les agents immobiliers. Après, il y a des difficultés partout. J'avais vu ton post sur LinkedIn, hein. Tout le monde a une anecdote d'un truc qui s'est mal passé avec un agent immobilier, hein. Comme on a tous une anecdote d'un moment où on a acheté une baguette chez une boulangerie et qu'elle n'était pas bonne, hein. Ouais, ouais, bien sûr, ou d'un plat au restaurant qui était où on est tombé malade derrière, etc., etc. Même si c'est un bon restaurant qu'on a l'habitude, etc. Et puis ben, un jour ça s'est mal passé et bon ça arrive. Après c'est encore une fois des relations humaines où il y a de l'émotion en plus qui est présente, donc forcément à un moment donné avec les humeurs, etc. des uns des autres. Mais pour en revenir, c'est vrai qu'on peut voir aller sur une base de, encore une fois, je vais rester sur ces 5%, c'est plus simple, mais Ouais. c'est aussi pour me faciliter la tâche intellectuelle pour les calculs. Ouais. Sur un bien à 200 000 euros, une résidence principale, un bien Mm. locatif, peu importe, donc 10 000 euros d'honoraires, Ouais. tu dis, bah, c'est sûr, on va le mettre en rapport, mais d'autant plus si, j'ai envie de dire, si l'agent est bon, que le bien est au bon prix et qu'il se vend vite, on va se dire, il a pris 10 000 euros en 2 semaines de temps. Ouais. Euh, c'est quand même pas mal. Euh, tu te dis peut-être, enfin, c'est vrai. Après, tu comprends qu'il y a une agence à faire tourner, tu vas avoir des charges. Ouais, c'est 10 000 € de chiffre d'affaires, hein, c'est pas 10 000 € de salaire, hein. Bien sûr, tu vas avoir les charges à faire tourner, donc à rémunérer l'agence, le directeur d'agence, les salariés, les charges courantes, etc. Tous les outils, les services, les abonnements, enfin bref, tout ce qu'il y a pour faire tourner Ouais. la boutique. Mais d'un point de vue vendeur, tu te dis, mince, en 2 semaines de temps, 2 visites, 10 000 euros, j'aurais peut-être pu m'exonérer de ça, quoi. Ouais, mais en fait, c'est toujours l'espèce d'hypocrisie générale qu'on a. C'est que quand tu demandes à un vendeur, il y a une étude qui avait été réalisée en 2017 de l'IFOP. On avait interrogé 3000 vendeurs après leur transaction. On leur avait demandé de quoi est-ce que vous aviez le plus peur au moment de mettre en vente. Il y a 83% des gens qui ont dit ne pas vendre au meilleur prix et 78% qui ont dit ne pas vendre assez vite. Et donc, en fait, toi, il y a une inquiétude sur le fait que la maison va pas se vendre assez rapidement. Et quand la maison se vend rapidement, on fait le reproche que la maison s'est vendue trop vite. Bon, l'être humain est un être humain de contradiction. Et donc, le boulot d'un conseiller immobilier, c'est de vendre au meilleur prix et dans les meilleurs délais. Quand cette mission elle est réalisée, ben, il y a un droit à honoraire. Il ne faut pas oublier que les honoraires sont des honoraires au résultat. Et que donc, ce ne sont pas des honoraires facturés à la tâche. Si on devait facturer à la tâche la remise d'une estimation, un reportage photo, les annonces, la rédaction de l'annonce, les appels téléphoniques, la négociation, etc., ben on s'aperçoit que tout mis bout à bout. Et quand on l'explique comme ça bien à un vendeur, d'ailleurs, à titre d'exemple, tu sais, Ismaël, il y a des modèles qui se sont lancés d'immobilier euh, où on vend à la prestation, en fait. On fait du coaching en fait pour les particuliers et on va vendre à la Mhm. prestation. Ben, je vais te facturer le reportage photo, je vais te facturer la négociation, je vais te facturer la visite, etc., etc. Et quand on met tout bout à bout et qu'on explique tout et qu'on met une valeur financière derrière chaque étape, je t'assure que les gens qui proposent ces prestations, les particuliers qu'ils ont en face d'eux leur disent non, non, mais tant qu'à faire, je préfère autant que vous vous occupiez de tout et que vous soyez rémunéré au résultat. C'est quand même plus intéressant pour un particulier de dire je m'occupe de rien et je paye que si c'est vendu que de demander aux particuliers de payer tout de suite pour des tâches qui vont être accomplies. Et ouais, ouais, merci Sébastien, parce que tu me fais rebondir là sur un point très très important que tu viens évoquer. Du côté acheteur, dans tous les cas, et dis-moi si je me trompe, mais dans tous les cas, on rémunère, enfin du côté vendeur, pardon, on rémunère l'agent ou l'agence immobilière qu'au résultat à l'heure d'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que la personne va travailler peut-être pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. On va faire une agence, peut-être si ça se passe passer bien, etc., une deuxième, etc. On aura fait travailler tout ce monde, mais du côté du vendeur, on est quand même à la bonne place dans le sens où pas de résultat, pas de chocolat quoi pour l'agent. Et les vendeurs savent très bien user de cet argument en rendez-vous face à l'agent immobilier. Ouais, mais c'est intéressant parce que ça met quand même le vendeur dans une position de force et même en dehors d'un rapport bras de fer parce que je vois les relations différemment où il y a besoin plutôt de tendre sur des modèles gagnant-gagnant. Mais en tout cas, Mm. ça élimine tout de suite un risque pour le vendeur qui est pas négligeable, quoi. Entre guillemets, il n'y a pas de risque à confier son bien à un agent. Tu sais, moi, personnellement, je fonctionne comme ça sur les différentes ventes que j'évoquais tout à l'heure, où j'ai mis par agence. Euh, je passais par un mandat simple en faisant travailler une personne, par contre. Donc, j'avais le mandat simple, j'avais cette liberté. Je veux avoir cette liberté, moi, en tant que vendeur, avoir les mains libres. Par contre, c'est une relation de confiance. Je veux pas mettre 10 000 personnes en concurrence. Ça n'a pas de sens, à mes yeux. Mais par contre, donc je mets à une personne, mais en mandat simple. Et comme ça, voilà, ça se passe bien.
sur ma résidence principale, in fine, ils ont fini par être deux, mais voilà, mais pas plus. Mais c'était convenu ensemble, etc., etc. Mais après, il y avait une relation d'amitié avec une autre personne. Mais voilà. On peut reparler de ce cas, Ismaël? Ouais, ouais, avec grand plaisir. Par rapport au mandat, etc. Donc, quand tu disais que tu confiais un mandat simple pour la vente, euh, toi, tu commercialisais de ton côté? Ma résidence principale, oui, sachant que je n'avais pas de réseau dans le nord, là où j'étais, sur le lieu de ma résidence principale, je n'avais pas de réseau, etc. Mais sur le bien locatif que j'ai vendu sur Poitiers, où là c'était un ami, etc. Non, je lui ai dit, je m'occupe de rien, je te délègue et je ne fais rien, tu te débrouilles à 100%. Mais j'avais le mandat simple. Ouais, je vais revenir sur les deux cas. On était en confiance, hein, voilà, dans tous les cas, on était en confiance et c'était clair dès le début. Je vais revenir sur les deux cas. Sur le cas du mandat simple, dans lequel le vendeur va filer le mandat à une ou plusieurs agences et commercialiser de son côté, ce qui arrive parfois. On est la seule profession aujourd'hui qui accepte de se mettre en concurrence avec ses propres clients. Intellectuellement, je ne comprends pas qu'on puisse, professionnel de l'immobilier, se dire je vais accepter d'essayer d'accompagner quelqu'un dans ce projet et accepter que cette même personne essaye de me faire concurrence. Intellectuellement, je suis incapable de le comprendre et c'est dans tous les agents immobiliers qu'on accompagne, c'est genre, c'est carton rouge, quoi. Tu vois, c'est le mandat simple éventuellement et encore, on va y revenir. Mais en tout cas, hors de question que le vendeur commercialise de son côté et fasse concurrence aux professionnels. Ça n'a aucun sens, autant qu'il vende par lui-même et qu'il ne fasse pas appel à un agent immobilier, ça n'a aucun intérêt. Ensuite, sur le côté, je donne un mandat simple, mais moi, je ne commercialise pas de mon côté et je le confie qu'à une seule agence. C'est ce que les conseillers immobiliers, les agents immobiliers qu'on accompagne nous disent, j'ai une exclusivité morale, ils nous disent. En fait, j'ai un mandat simple, ce n'est pas un mandat exclusif, c'est un mandat simple, mais je suis le seul et la personne ne commercialise pas de son côté. Et donc, j'ai parfois de manière un peu triviale, j'appelle ça le mandat un peu, c'est le mi-molle. Tu vois, c'est le truc où l'agent immobilier, il est quand même content parce que il a quand même récupéré le truc. A priori, il est seul à commercialiser, mais il se met en situation de risque parce que on n'est pas à l'abri que le vendeur, il a son voisin qui vient sonner à la porte et qui lui dise, j'ai vu que votre maison elle était à la vente, moi ça m'intéresse de l'acheter, ou mon cousin il vient, il va vous l'acheter. Et bien évidemment que le particulier, il va pas payer des honoraires alors qu'il y a un acheteur qui est venu sonner à sa porte. Et là, on se retrouve dans une situation d'un mandat simple très traditionnel où on est quand même en concurrence avec le vendeur. Donc voilà, fervent défenseur du mandat exclusif, ça commence à se démocratiser de plus en plus parce que ça permet de mettre chaque acteur en fait dans les meilleures conditions. Et en mettant tout le monde dans les meilleures conditions, on défend les intérêts de la transaction. Parce que tu vois, je parlais tout à l'heure du niveau d'information qu'un acteur va avoir sur ce qui se passe sur le bien, nombre de visites, ce que pense chaque acquéreur, etc. On a la même chose avec le mandat simple, c'est-à-dire que si tu confies ton mandat à 3 agences, en fait, ces 3 agences, on va dire mathématiquement pour faire simple, elles vont chacune avoir un tiers des appels, un tiers des visites, un tiers des feedbacks. Et quand tu n'as qu'un tiers des informations sur ce qui se passe sur une transaction, tu n'es pas bien placé pour proposer la meilleure stratégie à ton vendeur parce que tu n'as qu'un tiers de l'information de ce qui se passe sur la transaction en fait. Et permettre en fait à un seul agent immobilier d'avoir 100% de l'information sur ce qui se passe sur la transaction, ça le met dans les meilleures dispositions pour te proposer la meilleure stratégie de commercialisation. On sait que le mandat simple va induire une espèce de concurrence malsaine où on va potentiellement avoir tendance à défendre l'intérêt de l'acheteur parce qu'on sait qu'à tout moment, on peut avoir un confrère qui va vendre avant nous au lieu de défendre l'intérêt d'un vendeur alors que c'est le vendeur qui nous a confié le mandat. Ça place forcément pas l'agent immobilier dans les mêmes dispositions et ça se comprend, ouais. Après, tu as parlé de liberté, Ismaël, je voulais garder ma liberté, etc. Et c'est vrai que souvent, on associe le mandat exclusif à une absence de liberté parce que je confie le mandat à un agent immobilier en exclusivité. Souvent pendant 3 mois. Voilà, pendant 3 mois, grosso modo, je suis verrouillé juridiquement. Aujourd'hui, ce qu'on voit chez beaucoup d'agents immobiliers, beaucoup de réseaux, c'est ce que je prône aussi, sont des mandats exclusifs dans lesquels on donne quand même la possibilité aux vendeurs, s'ils constatent un manquement par rapport à un engagement qu'on aurait pris dans notre mandat, de résilier le mandat à tout moment. Ça n'a aucun sens de prendre en otage un vendeur qui voudrait ne plus avoir affaire à nos services. Si on fait bien notre travail, il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas bien. Et dans le cas du mandat simple pour ma résidence principale, ce qu'il y a, c'est que je l'ai mise en vente, j'avais grosso modo 2 mois avant de déménager, donc j'avais 2 mois devant moi pour moi m'en occuper. C'était un souhait de ma part, j'avais du temps, je pense, les connaissances, etc., etc. Alors j'étais peut-être pas la meilleure personne malgré tout, avec tous les biais qu'on a évoqués en début. Tu pourras jamais le savoir a posteriori. De toute façon, tu pourras jamais savoir si ça avait été
le bon choix ou pas. Et après, donc, vu que je déménageais, n'étant plus sur place, bah, il fallait forcément que je me tourne sur quelqu'un pour pouvoir faire et donc, naturellement, sur, une agence, immobilière et là, donc j'ai préféré, quand même anticiper, expliquer la situation pour gagner du temps, ne serait-ce pour, faire le mandat, faire venir les gens et cetera. Les semaines, ça passe vite, et du coup, de préparer tout ça et donc ça avait été, organisé un petit peu sur cette forme-là. Moi, je suis là pendant 2 mois, je tiens à le faire, mais par contre, pour X raisons, c'est pas mon souhait, mais pour X raisons, dans 2 mois, c'est pas vendu. Je veux vous donner la main, donc si vous voulez, prenez-la aussi maintenant. Après, voilà, bon, il y a toute une réflexion là-dessus, mais c'était vraiment, j'aime mettre les gens aussi en confiance et de pas essayer de jouer. Et je trouve que c'est intéressant parce que, comme tu dis, si on veut être gagnant in fine, faut que la personne ait envie de travailler pour nous. Ouais. Si je pense, tu donnes ton bien dans 10 agences différentes, ah tiens, j'aurais 10 fois plus de chance. Je pense que si ça, c'est une des idées reçues que vous devez être confronté sur le terrain Ouais. assez souvent, mais c'est une fausse bonne idée, encore une fois, pour les mêmes Ouais. raisons. Euh, une agence qui a 3 mandats exclusifs et un mandat où il y a 5 personnes dessus, il va pas perdre son temps, encore une fois, vu qu'il est rémunéré qu'au résultat, à faire tout le boulot avec 10 fois moins de chances de concrétiser l'essai. Ouais. Donc ça se comprend facilement aussi dans ce sens-là, ouais. C'est difficile pour un agent immobilier de faire comprendre ce que tu viens de dire là parce que d'abord parce que le raisonnement est humain de dire bah je multiplie mes chances de vendre en multipliant le nombre d'agences qui s'en occupent, c'est humain de réfléchir comme ça. Et l'argument que tu viens de donner là de bah, moi agent immobilier je suis moins motivé à vendre ton bien à toi plutôt que d'en vendre un autre parce que j'ai moins de chances de le vendre, c'est pas un argument qu'un agent immobilier doit évoquer avec son client vendeur. C'est ce que je dis souvent aux agents immobiliers. Certains vont avoir tendance à dire ça, mais en fait ton client vendeur il en a rien à cirer que en fait tu sois motivé, pas motivé, etc. Tu vois, c'est pas vraiment là le sujet. C'est pour ça que j'ai évoqué toutes les bonnes raisons de passer par un agent immobilier, pris sous l'angle de ce que ça apporte au vendeur. Ce que ça apporte à l'agent immobilier, c'est pas un argument qui va convaincre un vendeur de travailler avec nous, en tout cas. C'est clair. Quelles est, toi, les objections les plus folles sur le terrain sur lesquelles, peut-être, tu as été confronté, pour pas travailler avec, un agent immobilier, ouais? Tu as 2-3 petites anecdotes ou des trucs croustillants, des trucs sympas, je sais pas, non? Non, si tu veux, déjà, on a balayé les objections les plus courantes, hein. C'est je veux pas être bloqué pendant 3 mois avec un agent immobilier. Si j'en fais travailler plusieurs, ils vont être plus, enfin, ça va créer une forme de concurrence et d'émulation, etc. Donc, on a ces objections traditionnelles. Nous, on a une objection à laquelle on fait face très souvent, c'est j'ai un ami agent immobilier. Et en fait, ou j'ai quelqu'un dans ma famille. Et donc, moi, j'ai toujours cette phrase. Enfin, c'est vrai que on dit que si t'as pas d'amis dans l'immobilier, c'est que t'as pas d'amis. Donc, tout le monde a un ami agent immobilier. Et c'est une objection qui est pas toujours simple à contrer. Et pourtant, en fait, pour les mêmes raisons qu'émotionnellement, on n'est pas très bien placé pour défendre ses propres intérêts. Filer ses intérêts à un ami ou à un membre de la famille, c'est pas toujours non plus une très très bonne idée. Euh, donc voilà, on a cette objection très souvent de j'ai un ami dans l'immobilier. Yes. Quel conseil tu pourrais, donner pour, peut-être un conseil pour mieux vendre et un autre conseil pour mieux acheter, que ce soit pour une résidence principale ou pour du locatif et de l'investissement? Pour mieux vendre, c'est quoi qu'il arrive. Enfin, en fait, c'est moi, je pense qu'il y a une dimension qui n'est pas suffisamment mise en avant par les professionnels au sujet enfin, dans les conseils à donner pour vendre, c'est l'observation de la concurrence. C'est-à-dire que, bien évidemment, bien vendre, c'est se positionner au bon prix tout de suite. Parce que on sait très bien que plus la vente va mettre du temps, plus le bien va se cramer sur son marché et plus il va être susceptible à être négocié. Donc, bien évidemment, positionner au plus juste prix dès le début. Un bien qui a pas qui a un minimum de défauts, donc faire un coup de propre, un peu de rangement, un peu de dépersonnalisation, les bons vieux conseils très basiques d'home staging, mais ça marche toujours. Enfin, nous, en tout cas, ça a toujours très très bien marché. Donc, la notion de prix, la notion d'état du bien, mais surtout la concurrence. C'est-à-dire, un acquéreur, il achète toujours par effet de contraste. Il se positionne toujours parce qu'il a vu autre chose qui était au même prix mais mieux, mais moins bien, donc il va se positionner, ou il a vu quelque chose qui était équivalent mais moins cher. Enfin, c'est toujours un contraste vis-à-vis de ce qui se trouve en concurrence sur le marché. Et je trouve qu'on sous-estime souvent, quand on est particulier, la concurrence qui se trouve à un instant T sur son marché. C'est vraiment important de faire une belle observation de la concurrence pour être mieux positionné parce que les acheteurs, ils achètent toujours par effet de contraste. Et pour mieux acheter, quelqu'un qui souhaiterait, bon, la résidence principale, c'est peut-être plus coup de cœur, on regarde peut-être moins au prix, on est peut-être moins dans une optique de faire une «bonne affaire» entre guillemets. C'est vrai. La bonne affaire va être dans le sens où on va se sentir bien après, et cetera, en dehors,
des considérations financières. Ouais. Mais aller pour acheter, pour des gens qui souhaitent faire de l'investissement Mm. locatif, du commercial, locatif Ouais. commercial, achat-revente, etc., pour mieux acheter, quel conseil tu pourrais donner? C'est un vrai travail de fourmi, quoi. C'est du côté, franchement, c'est du quotidien. C'est-à-dire qu'il faut avoir les alertes partout, faut regarder ce qui sort. Les bonnes affaires, elles partent dans la journée. Donc, voilà, faut être vraiment très, très, très réactif. C'est pour ça qu'être en amont des projets, notamment, comme je disais tout à l'heure, en ayant des relations fortes avec des professionnels de terrain, ça va beaucoup aider parce que, en fait, presque quand le bien il sort sur le marché, c'est presque déjà trop tard, fondamentalement. Donc, la bonne affaire à acheter, elle est avant que ça se trouve en ligne. Et avant que ça se trouve en ligne, c'est souvent en ayant un super réseau de terrains, de gardiens d'immeubles, de syndics de copropriété, d'agents immobiliers, de commerçants. Euh, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Ouais, ouais. J'ai interviewé, il y a quelques mois, ou un peu plus d'un an, un an et demi, j'avais interviewé Yann Darwin. Et on avait pas mal parlé de ce sujet sur l'importance d'avoir un réseau, etc. Et récemment, il a sorti une vidéo où ils se sont mis en situation de trouver un bien rentable en moins de 3 jours dans une ville qu'ils ne connaissaient pas. Et on voit bien en fait que le meilleur moyen d'y arriver, c'est tout simplement en discutant avec des commerçants et des agents immobiliers locaux et en faisant preuve de réseau, quoi. Ouais, ouais, le réseau et être prêt à être réactif, à faire feu, surtout sur un marché étendu comme on l'évoquait aujourd'hui où les biens partent encore plus vite. Alors, Exactement. j'imagine que les bonnes affaires, il y a 10 ans, c'était pareil, il fallait être réactif, mais peut-être encore plus aujourd'hui. Carrément, ouais. Quelle technique de négociation tu pourrais donner pour des particuliers, encore une fois, dans le cadre Ouais. d'une acquisition ou d'une vente? Est-ce que tu as des techniques de négociation particulières, des techniques de ninja, des techniques sorties du chapeau, j'en sais rien, des trucs, la technique qui marche à tous les coups pour faire plier l'acquéreur ou le vendeur qui est en face? Ouais. Je pense que c'est important de créer un ancrage en termes de négociation, c'est-à-dire souvent de venir évoquer de manière sibylline une offre éventuelle qu'on pourrait faire à un prix qui est très bas, euh, quitte au moment où on arrive avec une offre effective, à avoir une offre un peu meilleure. Mais quand elle est un peu meilleure que celle sur laquelle on a mis un ancrage auprès de la personne, il pense quand même qu'il a gagné. Et donc, si le bien est à 200 000 euros, ouais, 200 000 euros, et que moi j'ai envie de l'avoir à 180 000 euros, je vais forcément évoquer le fait de faire une offre à 170 à un moment ou à un autre. Euh, Dans la conversation, dans la discussion, je vais évoquer des travaux, je vais évoquer des choses qu'il faut faire. Je vais dire, ouais, je pense que, ouais, qu'est-ce que vous penseriez si jamais on faisait une offre à 170 000, etc., etc. Et quand tu arrives avec une offre un peu meilleure, elle a beaucoup plus de chances d'être acceptée parce que la personne a l'impression d'avoir gagné, quoi. Yes, yes. D'ailleurs, récemment, toi, je vais prendre un exemple. J'étais avec un expert de la négociation et de l'influence qui s'appelle Julien Pellabert. Et je discutais avec Julien et on parlait d'une intervention de sa part sur un de mes événements. Bon, bref. Et en fait, je sais qu'il a créé un ancrage à un moment donné dans la conversation sur la tarification, tu vois, en disant non, non, mais je vais quand même pas demander X, tu vois. Et juste en citant un chiffre comme ça, bah, à l'arrivée, quand tu payes pas ce tarif-là, tu te dis, bah, j'ai quand même, inconsciemment, tu te dis que tu as gagné, quoi. Alors que probablement qu'il avait aucune ambition d'avoir ce tarif-là au départ. Dans les 2 sens, voilà, donc laisser sous-entendre un intérêt et placer, voilà, un ancrage, laisser sous-entendre un intérêt comme quoi on serait potentiellement déjà acquéreur, susciter l'envie et glisser dans tous les cas, un ancrage, assez fou, ouais. D'ailleurs, c'est ce que beaucoup d'agents immobiliers font, c'est ce qu'on appelle le double écart. Lorsqu'on a une offre d'achat sur un bien et qu'on va la présenter à un vendeur, souvent, si, pareil, encore une fois, je reprends mon exemple, j'ai un bien à la vente à 200 000 euros, je suis agent immobilier, je sais que j'ai un acquéreur qui veut faire une offre à 180 000 euros, je vais aller voir mon vendeur et lui dire que j'ai fait la visite avec l'acquéreur, que l'acquéreur est vraiment très intéressé et qu'il pense faire une offre à 170. Je dis à mon vendeur, qu'est-ce que vous en pensez? Si on a une offre à 170, qu'est-ce qu'on fait, etc. Ah, 170, c'est peut-être un peu bas. Peut-être si vous arrivez à obtenir 180, c'est bien. Et moi, je sais que j'ai déjà l'offre à 180, en fait. Donc, encore Mmh une fois, mh. c'est même technique, c'est de créer un ancrage un peu plus bas, de telle manière à ce que chaque partie, à un moment donné, pense pouvoir ressortir gagnant de la négociation, quoi. J'aime beaucoup moi l'idée aussi de négocier, autre chose que le prix, Ouais, dans le cadre, d'investissement, ça peut être, de dire, «OK, moi ce que j'avais fait pour la vente de ma maison par exemple, la personne avait une offre et cetera et moi j'avais mis mon prix, plancher ouais. et c'était comme ça et pas autrement». Hem et donc l'agent, immobilier me revient avec une offre qui était en dessous. Bon, c'est bien à me la présenter et cetera, mais à me dire: «Oh, c'est une opportunité, il faut pas laisser passer». J'ai écouté, je crois qu'il y avait 5 000 € d'écart, hein, c'était vraiment pas grand-chose, sur le montant global, hein, j'entends bien sûr Mm. et
Et du coup, elle me dit: «Bon, on va quand même pas, manquer cette offre, monsieur Bernus, pour 5 000 €». Je lui dis: «Bah, écoutez, vous avez tout à fait raison, je vous rejoins, totalement. Vous allez pas manquer cette offre pour 5 000 €». Et de là, je lui dis: «Bah, écoutez, il y a pas de problème. Pour 5 000 €, je comprends les futurs acquéreurs. Ils ont peut-être besoin de temps, parce que ça représente une somme, et cetera, et cetera. Si vous voulez, je peux vous, d'une part, vous laisser du temps. À l'inverse, elle m'avait dit: «Ah, c'est sûr, le crédit, il est assuré. J'ai vu avec mon courtier, et cetera». OK, beh, si vous voulez, moi, je veux bien descendre 5 000 € s'il n'y a pas de clause suspensive. Si on met une clause suspensive, c'est 5 000 € supplémentaires, et voilà. Et donc voilà, donc j'aime bien le fait de négocier autre chose que le prix, Ouais, d'enlever une clause suspensive, de rajouter un délai d'obtention de crédit, etc., etc. Qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce ouais. que tu verrais à négocier dans un bien en dehors du prix, toi, Bah, tu Sébastien? vois, exemple très concret, là, on vend une maison en Normandie, enfin, on vend, ma belle famille, on va dire, vend une maison une maison de famille en Normandie, et tu vois, là, on est en pleine négociation, et il y a eu une offre d'achat, et en fait, l'offre, elle est un peu plus basse que ce qui était espéré, mais en même temps, bon, le contexte est ce qu'il est, donc il y a beaucoup de travaux, etc. C'est quand même pas simple à vendre, et du coup, par contre, nous, on aurait besoin d'une vente longue. Parce que du coup, tu vois, on a besoin d'un peu plus de temps pour vider la maison, c'est compliqué, on est à 1200 km, etc., etc. Et cetera. Et du coup, on a dit, bon, ben, OK pour l'offre, mais par contre, on veut 3 mois de plus pour réitérer la transaction. Et du coup, comme ça nous laisse 2 vacances scolaires, celle de février et de Pâques, pour pouvoir vider la maison, tu vois. Donc oui, je suis 100% d'accord sur le fait qu'une transaction, il y a plein d'autres choses que le prix qui peuvent se discuter. C'est encore une fois là un agent immobilier, lui, il va être, forcément au fait de toutes ces affaires, de toutes ces choses. Nous, à Nice, on jouait beaucoup avec les garages, tu vois, historiquement. Tu vois, on pouvait avoir des offres, l'appartement était en vente avec un garage, on sortait le garage, on arrivait à faire remonter l'offre, on arrivait à en avoir un petit peu plus sans le garage, et on savait que de toute façon, le garage, on le vendrait facilement, et on arrivait à sortir un meilleur prix aussi pour notre vendeur. Donc, l'acquéreur, il achetait un peu moins cher, mais il achetait sans le garage. On avait un peu plus de net vendeur pour le vendeur, et on savait qu'on pouvait de toute façon vendre le garage très cher, et s'y retrouver aussi. Ouais, ouais, donc ouais, soit tu mets des éléments supplémentaires où tu en enlèves là, typiquement le garage, soit tu joues sur des clauses, soit tu joues sur les délais en fonction des besoins. Ouais, Encore une fois, c'est là où c'est émotionnel, c'est en fonction des besoins. On va être dans des situations différentes si on cherche de la rentabilité pour l'investissement, ou si bien on sûr. souhaite acquérir ou vendre notre résidence principale pour des projets particuliers. Tu es pour ou contre plutôt, on voit que les agences immobilières proposent bien souvent la rédaction du compromis. Moi, à titre personnel, je trouve Mm. que, entre guillemets, chacun a son travail. Le notaire, c'est quand même un homme de droit qui a fait des études, et cetera, et cetera. Et je me sens quand même mieux représenté, avec toute l'estime que j'ai pour tous mes amis immobiliers, mais je me sens quand même, moi, à titre personnel, plus représenté, mieux cadré par mon notaire pour cet acte qui est quand même primordial, hein, même peut-être plus que celui du dernier coup de tampon pour la vente. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quelle est ta vision là-dessus sur la rédaction des compromis par les agences? C'est pas simple comme sujet, parce que si tu veux, beaucoup d'agents immobiliers. Alors là, on revient sur le sujet de la carte professionnelle. Il faut être détenteur de la carte pour pouvoir rédiger le compromis, pour être rédacteur du compromis. En fait, il y a beaucoup de professionnels de l'immobilier qui considèrent que la moindre des choses en tant que professionnel, du coup, parce que la carte T, elle sanctionne aussi des études juridiques notamment. Et donc, en fait, si tu veux, les professionnels de l'immobilier ont tendance à considérer que justement pour les honoraires qui sont pris, la moindre des choses, c'est d'aller au bout de la démarche et d'aller jusqu'à la rédaction du compromis. Euh, Ensuite, quoi que les notaires veuillent parfois en dire, les notaires, ça se trompe aussi. D'accord. Je l'ai vu très souvent. Bien sûr, bien sûr. Parce que aussi dans un volume de transactions qui est supérieur au volume de transactions de l'agent immobilier, il peut y avoir aussi parfois des erreurs qui sont commises d'un côté, qui ne sont pas commises par l'agent immobilier, qui lui, forcément, va rédiger moins de compromis, va prendre plus de soins, c'est d'autant plus important pour lui, etc. etc. Euh, donc moi, je sais que ce qui s'est beaucoup passé dans mes dernières transactions, pour moi, là, pour le coup, en tant qu'acquéreur, c'est que pour les 2 dernières acquisitions, les compromis ont été rédigés par les agences, et j'ai fait relire les compromis par mon notaire, qui m'a dit OK, c'est bon, pas de souci. Donc j'ai signé le compromis avec l'agence, mais je l'avais fait lire quand même par mon notaire pour me rassurer. Voilà. Après, je te rejoins sur le fait que c'est le métier d'un notaire, et c'est pour ça qu'il est rédacteur de l'acte. Par contre, j'ai parfois vu des bêtises, beaucoup de bêtises dans des compromis rédigés par des notaires aussi. Donc c'est un vaste sujet. Je comprends que ce soit rassurant, mais c'est le moment où les particuliers disent, encore une fois, je comprends pas pourquoi je paye 10 000 € d'honoraires. Mmh mh. Donc oui, oui, cette situation de dire: «Bon allez, on accepte la rédaction par, l'agence, mais avant de le valider, on le soumet quand même au notaire pour voir, à la virgule, et cetera, s'il y a des choses, Ouais. au cas où pour s'assurer». Ça peut être le bon compromis, oui, en effet, ouais. Mmh mh.
Écoute, on a vu, un bon panel quand même un petit peu, on décrypté un petit peu de tout ça. C'est super, je te remercie Sébastien pour tous ces éléments vraiment, de valeur que tu nous donnes, aujourd'hui, sur cette émission. Est-ce que tu as toi des outils que tu peux conseiller, au quotidien aux personnes qui souhaitent encore une fois dans le cadre d'une transaction immobilière, particulier, qui souhaitent se faire accompagner ou non par, une agence, Ouais. des outils particuliers? Je pense à un outil qui s'appelle Castorus. Je ne sais pas si tu connais. Non? Euh, Castorus, c'est un outil en ligne, je crois même que c'est une extension Chrome qui permet d'avoir un historique et un suivi de toutes les annonces immobilières. Donc, si les prix ont baissé, depuis quand c'est à la vente, etc., etc. Et donc, notamment pour tes auditeurs qui sont voilà, très branchés sur l'investissement immobilier, ça peut avoir de l'intérêt d'aller checker des annonces qui auraient baissé et qui auraient baissé fortement récemment et qui peuvent être le signal de quelqu'un qui est pressé de vendre, par exemple. Ben merci, parce que je ne connaissais pas, non plus et donc Castorus, donc typiquement, on a un bien ciblé, identifié et on a le prix de l'annonce, Tu peux avoir soit un suivi exhaustif de tout ce qui est actuellement à la vente sur un territoire donné, soit aller le faire annonce par annonce. ah ouais d'accord, ouais. Ouais donc en effet, ouais, c'est complet. Là, c'était pour vous donner un outil, on va dire, pour les particuliers. Après, il y a des outils qui sont utilisés par les professionnels, mais qui sont B2B, en fait, donc qui ne seront pas forcément accessibles pour tes auditeurs. Mais ouais, j'ai pensé à cet outil-là. Je pense que ça peut être utile pour les gens qui nous écoutent. Dans le cadre de l'investissement, locatif, je t'évoquais en amont de l'émission, des outils, enfin comme le site internet de l'INSEE où on va retrouver des statistiques sur, Ouais, la démographie d'une ville, voir, si elle gagne ou elle perd des habitants, voir ouais, le taux d'activité, le taux face au taux de chômage, le nombre d'étudiants et cetera et cetera. Ça peut être pas mal ça pour, ouais, carrément. des personnes qui souhaitent investir, en dehors, de leur territoire, de prédilection connu de chez eux. Pour connaître le potentiel locatif, c'est sûr. Et tu utilises également le site, en tout cas la base de données DVF de Etalab du gouvernement? Ouais. En fait, si tu veux, la plupart des estimateurs en ligne aujourd'hui scrapent les données du DVF. Donc, tu vas trouver dans les grands estimateurs en ligne qu'on connaît, tu vas de toute façon trouver, les informations fournies sont issues de DVF. Donc oui, c'est un outil qu'on utilise beaucoup, y compris en tant que professionnel. Avec un bémol forcément, c'est le délai. Et quand on est sur des marchés en fait qui sont très fluctuants comme ceux qu'on a actuellement et qui évoluent très vite, même sur DVF qui va avoir les actes inscrits donc pas uniquement actés, mais il faut qu'ils aient été inscrits au cadastre, aux hypothèques, etc. Du coup, ça met un peu plus de temps. Sur certains territoires, ça peut mettre jusqu'à 9 mois, voire plus. Du coup, on a quand même un léger décalage. Et donc, je pense que c'est bien de doubler l'information avec une réalité plus immédiate. Donc, ce qu'il y a disponible à la vente actuellement, je reviens sur mon histoire de concurrence. Et puis, les agents immobiliers qui ont des transactions toutes les semaines, tous les mois, et qui ont peut-être quelque part un regard un peu plus neuf sur la réalité de leur marché que DVF, malgré tout. D'accord, ouais, donc pour rappeler DVF, hein, Etalab, c'est le site, donc du gouvernement, des transactions Ouais, vraiment enregistrées, faites, bouclées. Parce que si on va voir une annonce sur Le Bon Coin, on va voir, toujours cette maison à 200 000 € qui va peut-être partir à 180 et si, vous appliquez les techniques de négociation avec notamment l'ancrage de Sébastien, vous allez la faire partir à 170. mm, Donc il y aura un delta entre l'annonce, en tout cas le prix sur l'annonce et la réalité, qui va se retrouver sur DVF, mais par contre avec quand même, 6 mois, 9 mois ouais. d'écart. C'est pour ça que, par exemple, avant l'émission, on parlait de meilleurs agents, mais encore une fois, des estimateurs en ligne, il y en a plein. Par exemple, meilleurs agents va venir récupérer la donnée de DVF, mais pas que, des données des notaires aussi. Donc, si on fait dans l'ordre, on va dire, chronologique, il y a DVF. Après, tu vas avoir des infos encore plus récentes si tu vas avoir les infos immédiates des transactions réitérées par les notaires à l'instant T. Et en plus, Meilleurs Agents a à peu près 15 000 agences immobilières clientes en France qui remontent leurs données aussi, y compris en compromis. Et donc là, on a encore une donnée encore un peu plus fraîche. Et donc, ça permet d'alimenter l'algorithme et d'avoir peut-être un regard un peu plus récent. D'accord et donc, allez, pour revenir sur notre thème, avec des outils pareils, meilleur agent, Se Loger et cetera, quelle est la plus-value de l'agent immobilier sur une estimation? C'est intéressant ce que tu dis là. En fait, c'est un sujet qu'on a beaucoup dans la profession. Aujourd'hui, les taux d'erreur de ces estimateurs en ligne sont encore significatifs. On dit je ne veux pas trop m'avancer, entre 7 et 10%, 5 à 10, allez, 5 à 10% en fonction en fait de la data. Hein. C'est toujours une histoire de données. Quand on a énormément de données,
on peut avoir une estimation qui est assez proche de la réalité. Quand on est sur des secteurs où on a un peu moins de données, un peu moins de transactions, pas de la copro, plutôt des maisons, etc., c'est un peu moins fiable. Donc c'est pour ça qu'on voit des fois des fourchettes qui sont énormes sur ces estimateurs en ligne, parce que forcément, dans un même immeuble, là, tu vois, au moment où je te parle, je suis dans une copropriété. Il se trouve que là, moi, mon bureau, c'est 38 mètres carrés. J'ai effectivement une terrasse, mais je suis plein nord. J'ai une vue sur l'immeuble d'en face, plus ou moins. Dans la même copropriété, tu as des appartements qui sont en étage élevé avec une vue mer. Et donc forcément, là, les prix, il peut y avoir 25% d'écart entre le prix du mien et le prix d'un dernier étage avec vue mer. Donc, et ça, Meilleurs Agents n'est pas encore assez fiable comme d'autres, hein, pour avoir une donnée précise. Et puis, ça ne dit pas l'état de l'appartement. Alors, forcément, la personne, elle peut dire bon état, état moyen, état luxe. Alors, là, on rentre dans des données subjectives. Donc, voilà, c'est très intéressant pour avoir une première approche du prix. Mais il n'y a quand même rien de mieux que d'être sur place avec un professionnel qui a de l'expérience. Ouais, l'expérience, la connaissance fine du terrain et au cas par cas, vraiment. Ouais, puis la tension actuelle du marché, c'est-à-dire combien est-ce que j'ai d'acquéreurs actuellement dans mon fichier qui pourraient vouloir acheter cet appartement ou cette maison, et c'est vraiment ça qui va déterminer le prix finalement. Yes. Est-ce que tu aurais des ressources, des lectures sur tout ce domaine Ouais. à recommander qui, toi, t'ont peut-être changé la vie. En parlant de lecture, hein, je rappelle, hein, dont tu as ton livre là qui s'adresse aux agents immobiliers, aux mandataires immobiliers, à ceux qui sont déjà en place, qui souhaitent apprendre un petit peu mieux vendre, mieux commercialiser, celles et ceux qui souhaitent se tourner sur cette voie, en tout cas passionnante. Mais pour encore une fois, les acquéreurs, les vendeurs, Ouais. résidence principale ou alors investisseurs, est-ce que tu aurais des lectures à recommander? Ouais, j'ai pas beaucoup de lectures spécifiques à l'investissement immobilier. Il y en a qu'une parce que je lis pas beaucoup dans ce domaine. J'écoute plutôt des podcasts, etc. Mais bon, j'ai lu ce livre qui s'appelle L'investissement immobilier locatif intelligent de Julien de la Grandane, que j'avais trouvé plutôt pas mal. Donc, l'investissement immobilier locatif intelligent. Mais on a pas mal parlé de négociation. Et moi, pour moi, la référence en termes de négociation, c'est ce livre. C'est Ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss, qui est un ancien négociateur du FBI. Pour moi, et je le recommande autant aux agents immobiliers qu'à demain un investisseur qui veut négocier, c'est vraiment la meilleure ressource qu'on puisse avoir en matière de négociation. Exactement, ouais, super. Tu sais que pour tes 2 livres, ça me fait super plaisir parce que Julien de la Grandane, il est du côté de Poitiers. Et donc, bah, ça lui fera plaisir. Je lui passerai le mot et je vais dire que tu recommandes son livre. Ça lui fera vraiment plaisir. Et sur le second livre, Ne coupez jamais la poire en deux. Alors, je l'ai également, je l'ai lu. J'ai vraiment adoré et c'était rigolo parce que j'étais en train de le lire lors de la vente de ma résidence principale. Ok, Et c'est dans ce livre notamment que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas que l'argent à négocier exact. et qu'il y avait d'autres éléments à mettre dans la balance. Et ça m'a énormément servi. Après, je lis tous les jours et j'écoute des podcasts tous les jours aussi. Donc, il y a des jolies ressources aussi côté investissement en termes de podcasts. Il y a le tien, bien sûr, mais il y a aussi La Martingale que tu connais, que j'écoute aussi, de Mathieu Stéphanie, que j'écoute aussi régulièrement. Yes, super intéressant. Donc, toujours d'être dans une démarche active de formation, de curiosité et de se former. Ah Ouais, bah oui. super. Euh, Plus particulièrement, toi, Sébastien, parce que Ouais. là, donc, on est sur l'investissement immobilier aujourd'hui, en tout cas, l'achat, la revente, etc. Mhm. Tu investis dans quel domaine, dans quelle classe d'actifs? Ouais. Euh, Pas un gros profil investisseur à titre perso. Alors, j'ai fait mon premier investissement locatif quand j'avais 23 ans. Je me souviens, j'habitais encore chez mes parents. Donc c'était vraiment le bon plan, quoi, parce que moi j'étais logé d'un côté et j'avais acheté un studio à Nice que je louais plutôt bien. Je me souviens, je crois que j'avais acheté en 2007 75 000 euros, donc un studio à Nice, 75 000 euros, c'est vraiment pas cher. Il faisait 26 ou 27 mètres carrés. euh, et que j'avais revendu. En fait, entre-temps, après, j'ai connu ma femme et j'ai revendu pour constituer un apport personnel pour l'acquisition de notre résidence principale. Donc, tu vois, j'avais dû revendre ça 95 000 euros, je crois, 3 ans plus tard. Et donc, ça m'avait permis de constituer un petit apport pour faire ma part, hein. Donc, ma femme avait un peu d'apport et moi le mien pour acheter notre résidence principale. Yes. Et du coup, il s'est passé après, on va dire, 10 années de achat de notre premier appartement, notre premier 3 pièces, puis le 4 pièces. Et donc, on a laissé d'un peu de côté la partie investissement. Et donc là, ça y est, on est revenu sur de l'investissement. Je l'évoquais tout à l'heure en off, puisque j'ai acheté, du coup, on a acheté avec ma femme un appartement dans la résidence en face de chez nous pour que je puisse y installer mon bureau. Et donc, du coup, bah, c'est mon entreprise qui est locataire de notre SCI finalement. Et du coup ça permet, de baisser l'impôt sur les sociétés de mon côté de l'entreprise. Ça permet d'avoir un investissement locatif intéressant pour nous à titre perso, puisque en plus, à titre professionnel, tu vas pouvoir imputer
charges de copropriété, taxes foncières, etc. sur le locataire. Donc c'est mon entreprise qui paye vraiment tout. Donc on a pu imputer énormément de choses sur la boîte. Et donc nous, en termes d'investissement, c'était intéressant. Donc là, voilà, on refait notre retour sur l'investissement locatif. J'espère qu'il y en aura d'autres bientôt. Je m'intéresse beaucoup effectivement aux crypto-monnaies, aux NFT, etc. En ce moment, j'ai pas mal de copains qui sont à fond là-dedans. J'ai pas encore franchi le cap. Je reconstitue de la trésorerie pour voir si ça peut être intéressant bientôt. Je cède pas à la hype pour le moment, mais à un moment ou à un autre, je pense que j'y viendrai. Et puis en termes d'actifs, et je crois que tu as fait des épisodes sur ce sujet-là aussi, je crois que mon entreprise est aussi un actif patrimonial sur lequel j'essaye de capitaliser. Donc on essaye de faire en sorte de bien structurer l'entreprise de telle manière à ce qu'on puisse la valoriser au mieux possible, parce qu'elle a été beaucoup finalement développée sur mon image. Mhm. Et du coup, c'est à la fois une grande force, mais aussi une faiblesse en termes de valorisation. Donc on est en train de mener des réflexions pour voir comment on peut mieux valoriser aussi l'entreprise, parce que c'est ce que j'ai probablement aujourd'hui en termes de capital, en tout cas de plus intéressant financièrement. Ouais, super intéressant. Est-ce qu'à l'inverse, tu as une classe d'actifs sur lequel tu penses ne jamais aller, qui te donne des boutons ou autre, que tu trouves risqué ou pas intéressant? Peut-être que j'aurais dit historiquement, je ferai jamais de bourse, par exemple. Mais c'est que des croyances parce que je connais pas, tu vois. Quand tu commences à t'intéresser à des sujets, tu te dis, ah tiens, ça peut être intéressant. Tu vois, je commence à me renseigner sur du DCA, donc d'essayer de voir si ça peut pas être intéressant à un moment ou à un autre d'aller sur ces actifs-là, d'aller sur la bourse, mais en faisant des choses qui me correspondent un petit peu mieux peut-être. Donc, pas du côté trading, mais plutôt du côté DCA, d'essayer de construire quelque chose de plus long terme. Et Mhm. tu vois, voilà, j'ai besoin aussi de m'acculturer beaucoup de ces sujets-là. Donc, je t'aurais dit historiquement, la bourse, c'est pas pour moi. Mais tu vois, peut-être qu'un jour, on y viendra. Tu as parlé des crypto-monnaies, des NFT, etc. Quelle est ta vision sur la technologie de la blockchain dans le monde de l'immobilier? L'immobilier, c'est long, c'est lent, c'est liquide, on en parlait. Quelle est ta vision sur la blockchain? Tu vois ça d'un bon œil, d'un mauvais œil, et dans le rôle que ça peut amener sur toutes les agences immobilières en France? C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai reçu aujourd'hui, à un moment où on enregistre, le livre d'Aurélien Onimus, du coup, sur la blockchain et l'immobilier. Donc, j'ai reçu le livre aujourd'hui, donc je suis en train de beaucoup me renseigner sur ce sujet. Je pense que ça va révolutionner la phase de l'immobilier pour la bonne et simple raison, c'est que c'est une technologie qui permet la transparence, la confiance, l'authenticité des informations, des données, et ça reste un marché qui est encore trop opaque. Et d'ailleurs, pour lequel les particuliers ont une énorme défiance de par le manque de transparence en fait. Et je pense que rien que pour la transparence que ça pourrait amener dans le processus de vente, ça pourrait beaucoup, beaucoup nous réconcilier finalement quelque part avec les particuliers. Après, on dit beaucoup que parce que c'est aussi la transaction immobilière, il y a énormément d'intermédiaires. On dit aussi beaucoup, et il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites dans d'autres pays qui pourraient permettre de faire de la transaction, enfin d'authentifier les transactions via la blockchain. Mhm. Et on prédit aux notaires qu'ils vont disparaître parce qu'on pourrait finalement se passer et opérer les transactions directement dans la blockchain. Bon, j'en discutais justement avec Aurélien, qui est l'auteur de ce livre-là, qui disait que bon, les notaires sont quand même des officiers d'État euh, qui sont là pour authentifier les transactions. Même si elles sont réalisées dans la blockchain et qu'elles pourraient nous permettre de raccourcir les délais d'une transaction, on aura peut-être toujours besoin de cet officier d'État, donc à voir. Mais je pense qu'on pourrait très, très bientôt raccourcir les délais de transaction parce qu'en fait, les délais entre le compromis et l'acte sont essentiellement liés à des délais administratifs et qui sont essentiellement liés à des délais humains, en fait. Et à partir du moment où on va pouvoir se digitaliser le processus et se passer d'un humain pour authentifier les documents, on devrait pouvoir raccourcir beaucoup les processus de transaction. Ouais, donc plutôt une vision optimiste Oui, et ouais, 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 en effet, ouais, très très intéressant. Et c'est vrai que c'est une vision qui est quand même partagée par beaucoup d'acteurs, en tout cas, même les différents notaires. J'ai eu le plaisir ouais. de recevoir aussi sur la chaîne, etc. Il y a quand même, on voit cet œil plutôt enfin bienveillant sur cette technologie en tout cas. C'est sûr que dès lors qu'on parle de Bitcoin, souvent ça fait peur à tout le monde. Mais si on parle un petit peu de blockchain avec tout ce que ça peut apporter, comme tu l'as appelé. Oui, parce qu'on lie beaucoup la blockchain aux crypto-monnaies, mais en fait, c'est une technologie qui est indépendante. Enfin, c'est la technologie sur laquelle reposent les crypto-monnaies, mais les cas d'usage de la blockchain dans l'immobilier ne nécessiteraient pas forcément d'acheter pour autant en crypto-monnaie, hein. Super intéressant, merci pour tout ça, Sébastien. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire, à aborder, peut-être qu'on n'aurait pas évoqué aujourd'hui sur cette émission, faut-il acheter ou vendre avec son agent immobilier préféré? Euh, Est-ce qu'il y a peut-être un point qui tient à cœur que tu souhaiterais
rajouter? Non, je rêve d'un monde où 100% des transactions transiteraient par des professionnels et pas de particulier à particulier. Donc j'ai une conférence que j'anime, que j'ai déjà animée à plusieurs reprises, qui s'appelle Comment éradiquer la vente entre particuliers. Et en fait, ça passe forcément par nous reconnecter aux particuliers, se connecter à leurs émotions, euh, augmenter notre niveau de professionnalisme et d'expertise, faire vivre une meilleure expérience client, peut-être des honoraires un peu plus contenus, le mandat exclusif partagé par tous les agents immobiliers, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un partage des fichiers de telle manière à ce que on puisse mettre en commun l'ensemble de nos mandats, ce qui se fait aux États-Unis. Et il y a 97% des transactions aux États-Unis qui passent par des professionnels. Donc voilà, mon message à moi, qui plaira ou qui plaira pas, mais je défends mes intérêts et la corporation, c'est qu'un jour on puisse ne même plus se poser la question de vendre de particulier à particulier. Ok, bah écoute, le message est passé et entendu. Je me ferai un grand plaisir de mettre forcément l'ensemble des liens dans les notes de l'émission où te retrouver, ta chaîne YouTube, cette conférence, si je sais pas, elle est peut-être disponible en ligne, la conférence que tu évoquais à l'instant. Je vous donnerai des liens, ouais. Écoute, mille merci. Tu as une petite citation que j'ai demandé, je demande à l'ensemble de mes invités, j'aime bien. Est-ce que tu pourrais nous la partager et pourquoi? Ouais. Ce qui a changé ma vie en tant qu'entrepreneur ces 3-4 dernières années, c'est fait est mieux que parfait. Et en fait, je crois vraiment que quel que soit le projet dans lequel on se lance, il y a une vertu au fait de passer à l'action, en fait, et juste de faire et d'itérer, de progresser, d'échouer, etc. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris que tout ce que je faisais, c'était finalement une V1 de ce que je faisais et qu'il y aurait derrière une V2, une V3 et que les choses s'amélioreraient dans le temps, ça permet de faciliter le passage à l'action, de faire plutôt que d'attendre constamment que les choses soient parfaites avant de se lancer, quoi. Eh ben écoute, en tout cas, le message est parfait, lui, Sébastien. Merci. Je te remercie. Merci à toutes et à tous de nous écouter. Vous pouvez rejoindre La Bonne Fortune sur Instagram, sur LinkedIn. On est présent également sur ces différents réseaux. Merci à tous les auditeurs parce on approche de la fin de l'année et je pense que on va peut-être franchir les 10 000 écoutes mensuelles. Allez, ça va être peut-être un peu juste pour la fin de l'année, mais en tout cas, on va partir sur 2022 du très très bon pied. Donc, mille merci en tout cas à tous les auditeurs, les auditrices pour votre confiance. C'est un réel plaisir. Sébastien, j'ai eu un immense plaisir à échanger pendant plus d'1 heure avec toi sur tous ces sujets passionnants. Moi aussi, c'était sympa. On va rediscuter un petit peu là sur les techniques de négociation, etc. Parce que je pense que tu n'as pas tout dit et tu en as encore sous le coude. Et puis écoute, je te laisse, si tu veux, le mot de la fin pour les auditeurs, les auditrices de La Bonne Fortune qui nous écoutent aujourd'hui. Non, continuez de vous former, continuez de vous informer, continuez d'être curieux. Voilà, dans les grands leviers de motivation intrinsèque qu'on a tous, il y a le fait de progresser chaque jour, d'apprendre. Voilà, continuez d'écouter La Bonne Fortune et toutes les autres ressources que vous avez à votre disposition pour continuer de progresser, parce que c'est comme ça aussi qu'on devient meilleur, et c'est en devenant meilleur qu'on apprécie le chemin et la vie qu'on mène. Eh ben c'est parfait. Je te remercie, Sébastien. Allez, ciao, ciao, à très très vite. Merci, ciao, ciao. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Alors si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de La Bonne Fortune. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Alors si tu apprécies le podcast de La Bonne Fortune, je le répète à chaque fois pour les nouveaux abonnés, c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première, c'est de prendre quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième façon, c'est de le partager à tes proches, à tes amis autour de toi. Je suis sûr que tu connais 2 ou 3 personnes qui seront intéressées par ce contenu. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Moi, je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao!